Bonjour et bienvenue encore à la Louisiane autrefois et à cette heure. Aujourd'hui, on va parler de l'aide aux colons européens et aux autres évidemment, parce que non seulement il y a eu des Européens qui sont venus, mais aussi des Africains qui étaient tenus en esclavage, d'accord? On va parler de beaucoup de choses avec M. Kirby, que je ressouligne, est un homme qui était ancien chef de la tribu, qui était membre du conseil tribal, et depuis toute sa vie, il est éducateur. Et donc c'est un homme qui est très respecté dans toute la communauté de la tribu Houma. Maintenant, je pense qu'il a parlé de l'éducation. Il a parlé de l'éducation, il a parlé de cela. Et nous allons entendre dans le prochain segment comment tout cela s'est passé chez les Amérindiens. Oui, allons voir. Mais dans le passé, quand est-ce que l'école est venue ici pour les Indiens? Pour le commencement des écoles, ça vient au travers des églises. Okay. Dans la paroisse Terrebonne et La Fouche, notre monde, les Houma, pouvait parler à les écoles publiques. Il y avait l'école pour les Blancs et les Noirs. Après la guerre, dans les 1860, la guerre civile, les Noirs ont eu commencé l'éducation, mais toujours nous autres étaient en dehors. Parce que vous autres, les Indiens étaient aussi discriminés. Oui, et là, plein de monde dans le sud des États-Unis croyait dans le temps que s'appelle les Trail of Tears, comment... Ah oui, la piste des larmes, oui. Oui, on se croyait que tous les Indiens dans le sud avaient été emmenés à Oklahoma. Mais on ne pouvait pas nous prendre. On était dans les places, personne ne pouvait nous prendre et nous faire grouiller. Mm-hmm. Ça faisait une acquitté. Et là, tout le monde disait qu'il n'y avait pas d'Indiens ici. Mais on était ici, c'est juste le monde ne connaissait pas qu'on était toujours ici. Est-ce que tu penses que parce que vous autres parliez français et pas votre langue indienne, est-ce que vous pensez que cela a en quelque sorte aidé à cette mécompréhension que vous étiez là? On croit d'un moyen qu'on avait vu notre vie nous autres-mêmes. On n'avait pas essayé de demander pour rien. On était bien vivre notre vie. Et quand le monde a vu que notre nom était différent, dans ce qu'on ne sait pas comment on pouvait rentrer dans les affaires. Dans 1915, notre chef a essayé de nous rencontrer dans les écoles publiques, mais les Blancs ne voulaient pas. Ils se disent, on va parler avec les Noirs, mais les Noirs ne voulaient pas non plus. Et là, dans l'histoire, il y a un livre du monde dans la Louisiane, c'est appelé le livre de Hébert. Il séparait les Blancs, et là, il y avait les mondes de couleur. Le mélangement arrive dans ça, comme on avait été appelé par les premiers Français. Les premiers Français ont rencontré les Houma, gens de couleur, hommes de couleur, qui voulaient dire qu'on n'était pas blanc. Ouais. Mais on restait dans une certaine part du pays. Ça, c'était la moyen, les Français montraient la différence entre le monde. Dans les commencements des 1900, les Acadiens ont pris les mêmes mots. Eux se disaient, quand ça a vu le mot homme de couleur, eux, ça pensait noir. Ça fait, eux voulaient se croyaient qu'on était noir parce que ça a été écrit dans les 1680. Mais c'est eux qui ont changé ça que ça voulait dire. Ouais. C'est eux qui ont changé le sens du terme. L'autre moyen de voir les mêmes mots, on était toujours indiens. Ça fait, ça c'est de faire dire que, oh non, dans le livre, il dit, ouais, t'es homme de couleur. Si ça dit homme de couleur, ça veut dire que vous êtes noir. Il dit non. Ça, c'est pas ça que les Français, premier dit, parce qu'on était indiens.
Ça fait qu'il fallait qu'on essaye d'expliquer ça. C'est pas toujours facile de faire changer la mentalité des gens. Et là, comme on dit, quand le monde pense des Indiens, on se pense tout le temps des Indiens du Ouest, les chevals et les tipis. On se croit jamais que les Indiens adoptés dans le Sud, ils vivent de manière vraiment différente. Bien différent et vivent sans l'aide de personne. Tout dépendant que dans le village d'un Indien, tout travaillait, tout avait une part pour supporter le tribu, et jeunes, vieux, les vieux montraient les jeunes comment faire, et tiennent les traditions, tiennent la langue, la culture. C'était vraiment une tradition, une transmission, c'était vraiment une transmission de génération en génération de comment vivre, de comment être membre de la tribu, de comment élever les enfants, de comment traiter les vieux et tout ça. Ça, c'est intéressant. Donc, tu sais, quand moi, j'étais en école et on apprenait le ségrégation, on a appris comment ça a affecté les Afro-Américains, mais on n'a pas vraiment appris comment ça a affecté les Amérindiens. Oui, c'est vrai, parce que les Amérindiens, ils ont vécu la même ségrégation raciale que les Afro-Américains, que les gens de couleur. Et très peu de gens comprennent ou se rendent compte que chez les Houmas, chez les Amérindiens en Louisiane, ils n'avaient pas accès à l'école secondaire, c'est-à-dire le lycée, avant les années 1960. Donc ils terminaient en 8e année et c'était fini pour leur éducation. Ouais, et c'est pour ça qu'ils pouvaient toujours parler français? Oui, ça joue un rôle en fait, parce que comme ils n'étaient pas très éduqués à l'époque, comme ils n'avaient pas accès à l'éducation comme les autres gens, mais ils ont pu conserver et maintenir leur français un peu plus longtemps que les blancs ou les noirs. Et ça c'est intéressant parce que tu sais, il y a 17 000 membres de la tribu. Ce sont des gens qui sont inscrits comme membres de la tribu. Ouais. Et j'ai vu des statistiques qui disaient que 40% des membres inscrits de la tribu parlent toujours français dans leur vie de tous les jours. 40%, c'est beaucoup. 40%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très intéressant. Donc, en Louisiane, on a des Amérindiens qui parlent français. Et pas seulement les Houmas, mais aussi les Tuneka Biloxi, les Chitimacha, les Pointe-aux-Chênes. Donc, il y a d'autres tribus qui parlent français aussi. Waouh! Oui, c'est intéressant. Très. Intéressant. Voilà. L'éducation. L'éducation est très importante. Oui, très important. Voilà. Comme au milieu de 1950, dans la paroisse Terrebonne, que des écoles publiques ont été ouvertes pour notre monde, notre Houma. Mais c'était juste par 1959, on pourrait aller jusqu'à la 8e grade. Wow. On n'avait pas de high school. Ça ne va pas rentrer dans high school avant les 1960, dans le milieu des 60. Ça nous a, on peut dire, une moyenne nous a dû en arrière, mais on a pu avancer bien. C'était moins de 60 ans. Les Indiens d'ici, vous n'aviez pas accès à ce qu'on appelle une éducation secondaire, c'est-à-dire le lycée ou l'école secondaire. Oui. Mais en revenant à ces questions de religion, est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te souviens de vieux de la tribu qui pratiquaient encore quelques traditions plus indiennes et pas trop chrétiennes? Ou est-ce que tout le monde était déjà complètement christianisé à ce moment-là? Mais dans la valeur de Indien Houma et plein des Indiens, tout le temps croient d'un Dieu. Tout le temps croient d'un Dieu. Et la valeur de chrétien et indien vient bien ensemble. Et c'est comme on dit, c'est la moyen qu'on vous voit, le Créateur, le Dieu. C'est pas tout pareil, mais on peut tout respecter un à l'autre. Ça, c'est une grande chose d'apprendre que le bon Dieu va vous montrer des affaires à vous. Et un monde, peut-être bien c'est différent, mais on peut tout croire et respecter un à l'autre. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
bien sûr, bien sûr. Mais si je devais te demander qu'est-ce que aujourd'hui, et nous sommes en 2020, qu'est-ce que aujourd'hui on peut dire, ça dans la culture en Louisiane, ça vient des Indiens Houma. Donc d'abord, on a déjà mentionné le gombo filet. Gombo filet. Quoi d'autre est-ce que vous autres, les Indiens Houma, qu'est-ce que vous avez donné à la culture louisianaise? Direct ici, là, on pense du village de Houma. Ah oui, c'est vrai. C'est nommé après c'est votre nom. notre tribu. Ouais, c'est le nom de votre tribu. Et plein de mots, quand on pense des chaoui. Ouais, les mots que l'on utilise ici en Louisiane pour les... Plein pour zonaires, pour des zonaires. Plein croyaient que c'était un mot français et acadien. Et plus tard, ça trouvait que c'était un mot Houma Choctaw. Et comme vous regardez la Louisiane, la grande rivière Chafalaya, c'est un mot Choctaw pour grande rivière. On se rappelle, on dit gris-gris patassa. Patassa, c'est aussi le mot, c'est un mot Choctaw. Oui. Choupik. Oui. Oui, il y a plein des mots qui sont toujours dans la langue adoptés dans le français. On aime dire qu'on ne parle pas cadien, on parle Houma français. Oui, bien sûr, parce que vous autres, vous parliez français bien avant l'arrivée des Acadiens. C'était... Oui. Oh, pardon. Vous autres, vous parliez français bien avant. Bien avant que les Acadiens ça, c'est une chose. Quand les Acadiens ont commencé à rentrer dans les écoles qui parlaient russe anglais, on se faisait punir pour parler français. Et là, les Acadiens rentraient, mais toujours, nous autres ne pouvions pas rentrer. Et ça fait, quand on a commencé à nous dire qu'il fallait qu'on oublie le français, on a dit non, c'est pas de nous autres. Soit tu peux changer ça que toi tu crois, nous autres va garder ça qu'on a fait amitié avec les Français des années passées. Et c'est toujours notre langue. On ne va pas le lâcher. Ouais. Et c'est toujours une bataille entre les jeunes et le temps qui peut changer. Mais on essaie d'encourager de connaître la langue française. C'est bien, c'est bien. Kirby, je te remercie beaucoup de nous accueillir ici dans ta belle église et de nous avoir fait cet excellent parcours et survol de l'histoire des Houma en français. Et on va se revoir bientôt, j'espère. Mais comme je vous dis, une chose qu'on aime dire dans notre communauté et dans l'église, vous n'êtes pas un étranger, vous êtes un ami qu'on n'avait pas rencontré. Et si tout le monde se rencontrait avec cette idée, il y aurait moins de troubles dans le pays. C'est très beau ça. Donc, merci beaucoup. Merci aussi. Donc, merci beaucoup, Monsieur Joseph, de nous avoir rejoints ici et de nous dire et nous expliquer tout ce que Monsieur Kirby nous a dit. Oui, merci beaucoup encore une fois. Et juste pour faire un petit retour sur tout ce dont tu as dit, sur toutes les choses auxquelles on a touché lors de cet entretien. Donc, on a parlé des mots qui nous restent dans notre vocabulaire louisianais, Achafalaya, Choupik, Patassa, Chaoui, Cocodrie, Chitimacha. Il y a un mot que j'ai pas, auquel on n'a pas touché. Quoi ça? C'est le mot Istrouma. C'est quoi ça? Il y a une ville en Louisiane. Est-ce que tu te rappelles? Houma, ça veut dire quoi? C'est une couleur. Rouge. Rouge. Oui. Donc Istrouma, c'est le bâton rouge. Quoi? Exactement. Je ne savais pas ça. C'est fou, hein? C'est fou. Quand les Européens sont arrivés, ils ont vu ce poteau rouge à l'emplacement où se trouve maintenant la ville de Bâton Rouge. Et Istoluma, en langue Houma, veut dire bâton rouge. Waouh! Et ça nous reste toujours. Ça nous reste toujours. Waouh! Et tout le service qu'ils ont rendu aux Européens, aux colons, quand ils sont arrivés, c'est eux, les Houma, qui leur ont appris quoi chasser,
quoi manger. Et comment vivre. Et comment vivre. Et les feuilles que l'on écrase, on appelle ça quoi? Qu'on met dans le gombo? Le filet. Le filet, exactement. Donc tu as beaucoup appris, je pense. J'ai beaucoup appris, oui. Merci. Tu as beaucoup appris. Donc merci encore une fois de m'avoir permis de venir parler avec toi, parler avec les gens qui vont regarder cet épisode. Oui, bien sûr. Ça m'a fait très très plaisir. Merci à toi. Merci à vous. À la prochaine.